Ok, Euh, Déjà, merci vas-y. beaucoup pour l'invitation, Laurent, Ouais. au GDR Room. Ça va être l'occasion de faire le point sur pas mal d'activités sans espérer non plus être exhaustif. Euh, on va parler de ce qui se passe avec Slim, mais aussi dans le cadre de pas mal de collaborations. Et on va commencer avec une note un peu légère, parce que je sais bien qu'il y en a plein qui ne savent pas forcément où est Limoges. On est au centre-ouest de la France, et j'ai mis ce truc-là qui est terriblement caricatural. Il ne faut surtout pas le prendre au premier degré, mais qui permet de montrer que on est à l'interaction entre plein de cultures différentes, notamment culinaires, entre la tomate, la patate, l'huile d'olive et le beurre, ainsi de suite. Donc, je trouve qu'on a quand même un cadre de vie assez sympa pour ça. Et nous, on est dans le site d'Ester qu'on peut voir à droite là, sur la photo, sachant qu'Xlim est aussi basé à 2 sites à Limoges, mais à Brive, à Poitiers, à Angoulême, et qu'on ne fait pas du tout que du micro-ondes et du millimétrique comme je présentais là. Il y a aussi de la photonique, du terahertz, de la microélectronique, même plein d'activités en maths, en info, dont il peut y avoir des interactions avec ce qu'on fait. Je vais passer rapidement là-dessus. Philippe et Mathieu ont déjà commencé à aborder certains de ces points-là. Ça va me faciliter la tâche. Il faut se rendre compte qu'on va travailler dans un contexte radar assez contraint par essentiellement 3 éléments. La résolution, les temps de rafraîchissement, donc le temps que vous avez entre 2 images, lié à la capture et aussi au calcul d'images, qui peut être complexe dans les cas qu'on va étudier nous en zone de Fresnel, et beaucoup la sensibilité, parce que c'est pas parce qu'un objet est là que vous allez le voir correctement, même si vous avez tout ce qu'il faut à côté. Et le plus gros souci qu'on va avoir, on le remarque avec l'image du radar qu'on a dans les Rafales, là, développée par Thales, qu'on retrouve dans toutes les littératures de thèse. Euh, si vous voulez la résolution, il faut beaucoup d'antennes parce qu'il faut faire des grandes ouvertures rayonnantes densément peuplées. Et si vous voulez que ça aille vite, après en calcul d'image, il faut qu'il y ait quasiment une chaîne d'acquisition, ou en tout cas une chaîne de traitement analogique ou numérique, associée à chaque élément rayonnant. Si ça vaut des centaines, voire des milliers d'euros par chaîne, vous vous retrouvez avec un système qui vaut des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour les radars les plus complexes. On a eu des très belles illustrations ce matin du fait que on peut quand même faire des très belles images en, en trichant sur le fait qu'on fait des ouvertures synthétiques. Il n'y a pas besoin d'avoir tous les éléments physiques, on peut faire bouger les antennes, mais on va forcément sacrifier le temps de rafraîchissement avec les exemples comme on voit au milieu sur du scanner corporel comme on peut retrouver aux États-Unis avec L3 Provision. On fait bouger un réseau d'antennes, on est à très haute fréquence, et en l'espace de quelques secondes, parce qu'ils sont quand même très très bons techniquement, ils arrivent à faire une image corps complet avec des menaces qui peuvent être cachées sous les vêtements. Le gros souci qu'on a derrière ça, c'est on a tous eu plus ou moins le stress d'avoir à faire de longues files d'attente parce qu'il y a un avion derrière et que ça prend quand même quelques secondes pour scanner quelqu'un. Le dernier point qu'on peut regarder, ça c'est pour illustrer vraiment les applications. On a vu de la défense, de la sécurité, mais il y a aussi beaucoup de choses en lien avec le diagnostic médical, notamment imagerie précoce de cancer du sein. Et là, on peut voir une autre application qui est moins commune, détection d'épanchement de sang intracrânien, donc typiquement des hémorragies cérébrales, où on comprend vraiment qu'il peut y avoir des contraintes vis-à-vis du temps de rafraîchissement d'image, même de capture en général. Et si en laboratoire, on peut se contenter assez souvent d'utiliser des systèmes switchés, en pratique, ça va être assez contraint et c'est souvent qu'on se retrouve avec du tout numérique derrière pour pouvoir faire ça le plus vite possible. Et face à toutes ces contraintes-là, en faisant ces slides-là, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 10 ans que l'aventure avait commencé chez nous. On s'est posé la question de comment utiliser à l'époque de grosses influences qu'il y avait sur la mode du retournement temporel, donc notamment Institut Langevin, aussi des interactions avec l'IETR, notamment les activités qu'ils avaient en CEM, en CRBM, pour développer au début des systèmes plutôt de balayage de faisceaux qui sont devenus des systèmes d'imagerie sur la durée de ma thèse de 2012 à 2015 en gros. Et le principe, il est représenté ici, mais c'est pas la peine que je m'attarde parce que Mathieu en a très bien parlé. Plutôt que d'avoir un réseau d'antennes, chaque antenne reliée à un système actif, on va mettre, par exemple, c'est une des méthodes, une cavité surdimensionnée devant la longueur d'onde collée au réseau, et ça va créer une sélectivité fréquentielle sur les diagrammes qui vont être rayonnés vers la scène. Et en fait, pour dire ça autrement, on va demander à la physique de travailler un peu pour nous, en ayant un peu de compréhension en amont des phénomènes, de créer un multiplexage dans la couche physique, ça, Philippe en a beaucoup parlé, et le prix à payer pour nous, ça va être de résoudre des problèmes de maths. Mais ce qu'on a gagné, qui va être vraiment considérable, c'est qu'on n'a plus qu'un nombre vraiment réduit de chaînes d'acquisition, chaînes actives. Donc les prix de ces systèmes-là peuvent être divisés par des facteurs 10, 100, ça dépend les dimensions qu'on a. Je vais rapidement passer sur le travail qu'on a pu faire avec Slim en collaboration.
Depuis 2015 notamment, on est plutôt sur la fin de ma thèse et vraiment on arrivait sur des choses qui pouvaient être de vraies images plutôt que des formes un peu patatoïdes qu'on avait dans des directions et à des distances qui font plus penser à des applications radar pures. On a pu faire en 2015 des démonstrations du principe de système d'imagerie MIMO, mais où on avait un nombre vraiment réduit de systèmes de mesure. Sur une mesure en transmission, il pouvait y avoir des centaines, voire des milliers d'éléments qui étaient interrogés, multiplexés, notamment une interaction aussi avec l'université de Duke pour la démonstration qu'on a vue tout à l'heure dans les slides de Philippe, je crois, où on faisait un peu les premières images vraiment résolues, propres, avec des systèmes de cavité à fuite à l'époque qui ont quand même bien marché. Et après, il y a eu des évolutions de ça, notamment la thèse d'Étienne Pré 2016, imagerie interférométrique, en lien direct aussi avec ce qu'on a vu sur la thèse de Christopher Tondoyoya, notamment encadré par Mathieu Davy. Les principes à démontrer ici, Étienne s'était positionné là-dessus en montrant qu'on pouvait faire de l'imagerie interférométrique avec des cavités. On en reparlera aussi rapidement parce qu'il y a eu des suites là-dessus récemment chez nous. On peut faire aussi de l'imagerie où on abandonne l'information de phase qui des fois est délicate à mesurer. En gros, on va faire de l'imagerie par mesure d'intensité grâce à des cavités comme ça. Et une simple mesure en transmission va permettre de reconstruire au moyen, à chaque fois, il faut développer des maths spécifiques, hein, mais avec des maths assez avancées, de reconstruire des choses qui ressemblent à la qualité de ce qu'on peut avoir avec des informations complexes qui déjà sont énormément multiplexées. Là, on n'a plus que l'intensité et quand même des images propres. Et un autre point qui mérite encore largement d'être exploré, c'est l'imagerie polarimétrique. Et tout ça, on a essayé donc de se positionner là-dessus à chaque fois avec des publications. En 2017, on montrait qu'on pouvait faire de l'imagerie polarimétrique, reconstruire des tenseurs de susceptibilité complets en 3D, résolus en dimension millimétrique. Et ça amène aussi un nouveau paradigme en quelque sorte. Avant, on essayait de faire au moins aussi bien que les systèmes conventionnels, mais pour moins cher. Là, on arrive sur des quantités d'informations collectées, où si vous voulez un système conventionnel qui est capable d'atteindre ça, ça va vous coûter une fortune, et c'est ce qui explique qu'on n'a pas encore trop ça, en tout cas dans la littérature, à notre connaissance. Et il y a des liens aussi évidents à faire avec ce qu'avait montré Mathieu tout à l'heure, hein. Eux, ils étaient en passif, mais il y a aussi cette notion de sélectivité en polarimétrie qu'on peut développer avec ce qui était montré dans ce papier, les bons formalismes mathématiques, les bonnes sensibilités, des choses comme ça. On rentre vraiment maintenant dans les activités qu'on avait en route. Celles-là, elles se sont pas finies, mais la thèse de Sana Abid, en tout cas, a été soutenue il n'y a pas si longtemps. Le travail de Sana était vraiment délicat parce que, en gros, elle prenait la suite des activités d'Etienne Pré, qui maintenant est chez MC2 Technologies, et elle essayait d'amener ça en bande W, dans le cadre de la NR Pixel, qui est notamment coordonnée par Cyril Decroze, qui est le responsable de l'équipe. Et l'objectif, c'était de monter à 90 gigas, de faire des systèmes en corrélation et de pouvoir faire l'équivalent de caméra thermique qui serait capable d'imager le corps humain, avec, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, toutes les problématiques de sensibilité auxquelles il faut avoir à faire face. Mais là, on était plutôt dans l'ordre des preuves de concept, on va dire, autour de 90. Et ce qu'on est capable de voir à droite, c'est une cavité liée à des récepteurs, uniquement des récepteurs, et qui sont capables, à la sortie d'une cavité, donc qui forment un Y, hein, c'est des formes assez connues en interférométrie, en SAR, ainsi de suite, où ce réseau d'antennes, il va être capable d'imaginer une source de bruit ponctuelle qu'on retrouve à droite. Je vous ai épargné vraiment beaucoup les maths sur ma présentation, mais un des objectifs de ces travaux-là, c'était aussi de développer des formalismes un peu plus avancés et qui faisaient le lien entre l'émissivité d'une cible, la notion de codage, et puis nos mesures pour avoir différentes méthodes de reconstruction plus ou moins rapides, plus ou moins fidèles aussi. Et on a pu aller un peu plus loin. Alors là, c'est un peu délicat à comprendre de premier abord, mais en gros, la source de bruit, on peut la connecter à une cavité, sur le même principe, pour créer pas une source de bruit ponctuelle, mais 4 sources de bruit euh, distribuées dans l'espace, qui sont spatialement et temporellement incohérentes. Et ça veut dire que ces 4 sources, elles vont créer des signatures, on va essayer de les capturer avec la cavité en face qui avait 16 ports, au travers de mesures sur seulement 2 ports de mesure au lieu de 16, et en faisant tourner la moulinette des maths qui avait été développée dans ce contexte-là, on peut voir que dans les deux approches développées, enfin en tout cas les formalismes qu'on a essayé d'unifier un peu, ça fonctionnait pas trop mal, on arrivait à distinguer les 4 sources. Dans la même philosophie vraiment, et ça s'est passé à peu près dans les mêmes périodes, ça c'est une collaboration que j'ai avec l'université de Duke, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses en route avec l'équipe de David Smith, qui est notamment connu pour ses activités pionnières sur les méta. Et donc là, c'est Aaron Diebold, je pourrais dire, qui travaillait sur un projet qu'ils ont en route depuis un moment. C'est des ouvertures comme des cavités 2D qui rayonnent des champs aléatoires, mais qui sont reconfigurables.
Philippe a pu en parler un petit peu aussi sur des approches analogues. Le but, c'était d'utiliser de ça pour, encore une fois, capturer des images de sources qui sont spatialement, temporellement incohérentes, mais avec une approche cette fois-ci où c'est pas reconfiguré dans le domaine fréquentiel, comme on a pu voir tout à l'heure. Là, c'est plutôt des reconfigurations actives des champs, en changeant des états de diodes pour pouvoir avoir des distributions de champs différentes qui interrogent cette fois-ci quelque chose qui n'est pas du tout synchronisé avec un récepteur. Et là, c'est des approches plutôt type phaseless aussi, en lien avec ce que j'ai montré avant. Simples mesures d'intensité qui suffisent parce qu'on a bien caractérisé le système en complexe. Je regarde un peu le temps pour être sûr. Je crois que j'ai perdu mon chrono, non, c'est bon. On passe maintenant en bande C. Ça, c'est des activités qui sont encore en route, mais qui vont bientôt arriver à la fin, en tout cas pour la thèse de Fabien Berland. On est toujours dans les mêmes approches, mais c'est la physique est un peu différente. Il travaille dans le cadre d'une thèse financée par la DGA et dans le cadre de la NR-OBIWAM, qui est portée par XLIM avec Christelle Petit-Berthelot. Ici, on a un système de concentrateur optique en fait, qui travaille avec des fibres optiques, développées par notamment Philippe Dibin, XLIM, qui va permettre de créer une fusion comme une fonction de sommation d'informations optiques. Et le but ici, c'est de créer un multiplexage temporel en passant des signaux RF sur des porteuses optiques pendant un certain temps, de créer une opération de sommation et créer un multiplexage temporel, mais avec des longueurs énormes qu'on ne pourrait pas faire avec des câbles RF basiques. Et de retrouver nos petits à la fin, parce que le système a été bien caractérisé et développé. On voit un peu le montage avec toutes les voies, il y a des émissions, réceptions, on forme une espèce de croix de 1000 sans MIMO comme ça. Et les résultats à droite qui permettent de remontrer des reconstructions, là ça doit être la bande 5-8 gigas, des reconstructions volumétriques avec même des plans de coupe. Et un truc intéressant, c'est que si on regarde même la phase des informations reconstruites dans le plan de coupe, on peut s'amuser à faire de l'imagerie en battant un peu les limites de résolution classique, parce qu'on voit la phase qui drift un peu à cause de l'orientation de la cible. Ça marche évidemment quand on a un drift qui est à peu près contenu dans le rapport à la longueur d'onde centrale. Pour avancer un peu là-dessus et montrer à quel point c'est divers, on revient un peu sur les activités avec les cavités, et ça, c'est d'autres choses qu'on avait mises en route, encore une fois, sur des collabs avec Duke. C'est Eric Sipeng, qui est en doctorat, il doit être en 2e ou 3e année maintenant, et il prenait un peu la suite des travaux que j'avais initiés sur le traitement d'imagerie polarimétrique. J'avais dit qu'avec ces systèmes-là, on était capable d'aller assez loin par rapport à des systèmes classiques, et pour la première fois en zone de Fresnel, reconstruire des tenseurs de susceptibilité entiers. Et même ceux qui sont dans l'axe de Propag, qui sont forcément plus faibles, mais on est capable de les sonder. Et la grande question là-dedans, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait des données? Parce que ces tenseurs-là, ils sont définis dans l'espace. Pour chaque case de l'espace, vous avez 3 fois 3 cases, et chaque case est complexe. Et ça devient vraiment difficile à traiter parce qu'il y a des problèmes de diagonalisation, il y a des problèmes d'approximation de bornes qu'on fait pour récolter ces infos. Et le but, c'est de dire que ces tenseurs de susceptibilité, si on les diagonalise, on va pouvoir en quelque sorte montrer les oscillations des électrons de façon locale, et dans le cadre des approximations qu'on a faites. À ce moment-là, révéler des informations qui sont clairement invisibles aux approximations scalaires qu'on a considérées jusque-là et qui sont considérées dans l'immense majorité des systèmes d'imagerie à courte portée, à courte distance, en zone de Fresnel. On va avancer un peu là-dessus. Alors là, il y a des parallèles intéressants à faire avec les approches de ISAR qui ont été présentées par Mathieu. C'est des choses qu'on a mis en place avec mon ami Okan Yurduseven, que j'avais rencontré à l'époque en postdoc à Duke, même pendant ma thèse, en passage là-bas. Vous avez peut-être vu que la moitié des papiers qui étaient présentés là, il y avait son nom quelque part, parce qu'on collabore énormément. Et là-dessus, on est sur un PHC Alliance, un petit financement qui nous permettait de voyager normalement, qu'on avait obtenu sur un partenariat entre France et Royaume-Uni, où on s'était dit qu'on aurait pu proposer un système qui, en gros, un radar anti-collision, où il y a une nouvelle problématique parce qu'on imagine que sur le temps de l'acquisition, la cible va bouger. Il faut imaginer qu'on fait un scan fréquence par fréquence et qu'on a un système en step frequency comme ça qui va être computationnel, faire varier des diagrammes aléatoires. Et si vous regardez au milieu, entre une cible statique et une cible qui bouge, en fonction du temps, la cible ne va pas forcément occuper les mêmes cases spatiales. Et le but de ce papier, c'était de formaliser ce problème et de le présenter et de montrer aussi qu'on pouvait compenser ces mouvements-là parce qu'il y avait quelque chose de vraiment déterministe tant qu'on avait les données de vitesse liées au problème pour appliquer des corrections et faire des belles reconstructions de cibles comme ça. Donc, ouais, il y a, je pense, un vrai lien avec les approches SAR, parce que le but, c'est de dire si l'objet bouge, il y a une notion de... On n'est pas sur un aspect de diversité fréquentielle ou de diversité de reconfiguration active.
On amène une diversité ici parce que ce qu'on est en train d'imager va bouger, en fait, peu importe le référentiel. Et c'est particulièrement intéressant de faire ces liens-là parce que je pense que c'est une source qui est un domaine qui est encore vachement large à explorer, où on pourrait trouver beaucoup de diversité, notamment en Doppler, des choses comme ça. Et je vais finir sur 2 papiers un peu plus récents. J'ai pas du tout voulu être exhaustif sur les activités sur les dernières années-là, mais montrer un peu tout ce sur quoi on travaille et vraiment la diversité des sujets couverts. Là, on est sur une problématique assez sensible quand on fait de l'imagerie avec des très grandes surfaces. Le problème qu'on a, c'est qu'on a énormément d'éléments rayonnants qui vont interagir avec la cible. Quand on a un système computationnel, on peut interroger des sources secondaires qui sont dans une espèce de plan devant une cavité comme ça, ou tout un grand panneau qui fait la taille d'un homme. Et ça peut vite faire vraiment des millions d'interactions. Là, je vous fais une petite démonstration avec 71 antennes par 71 antennes qui forment un réseau, et ça, c'est un réseau MIMO, qui est en fait en quelque sorte interrogé par le système computationnel. Il faut imaginer qu'à chaque fréquence, on a plus de 25 millions d'interactions à traiter pour reconstruire des images dans une zone qui est assez terrible en termes mathématiques, c'est la zone de Fresnel. Quand on est en champ lointain, il y a des zones planes, on peut toujours avoir des problèmes où on a des variables séparables, ça simplifie énormément les maths. Et en champ beaucoup plus proche que ça, on a des zones plutôt sphériques et des maths qui s'adaptent aussi très bien à ça. Et là, on est sur une zone intermédiaire où c'est pas tout à fait sphérique, c'est pas tout à fait plan, donc c'est le pire cas pour les maths et pour les approches qu'on va avoir. Et le but là-dedans, ça a été de développer une nouvelle approche qui est en lien avec les travaux d'Alexander Yarovoy de Delft, qui est d'ailleurs co-auteur sur ce papier-là, je l'avais invité. En repartant de là, en identifiant le plus gros problème qu'ils avaient, je vais en reparler juste après, mais c'est des traitements dans le domaine de Fourier, donc avec des ondes planes. Et il y a énormément d'ondes planes à traiter, à faire fusionner pour réussir à créer une image. Et l'approche ici, ça a été d'enlever le plus gros problème qu'il y avait sur le papier qu'ils avaient, qui était à l'état de l'art, qui consistait à créer cette fusion d'ondes planes avec une nouvelle approche. Rapidement, grâce à ça, on a des améliorations en termes de temps de calcul qui pouvaient être de plus d'un facteur 100 pour les cas les plus gros, typiquement les 25 millions d'interactions par fréquence qu'on peut avoir sur un énorme cas MIMO comme ça. Et on arrive à un système, alors je vais avoir du mal à tout redévelopper ici, mais je m'étais embêté à faire une belle présentation bien longue à coder qui est maintenant disponible sur YouTube. Là, c'était pour une conférence SPIE. Le but, c'est de considérer en fait que quand on a une mesure qui est faite dans la dimension, la dimension spatiale des antennes qui interroge une cible, si on les passe dans le domaine des ondes planes, cette fois-ci, on interroge les projections transverses de ces ondes planes associées. Et le but de ce papier-là, ça a été de montrer qu'on pouvait voir le problème un peu différemment, que chaque case des données exprimées dans le domaine réciproque comme ça pouvait correspondre à l'interaction de spectres d'ondes planes. Et après, de réussir à faire une fusion avec une approche beaucoup plus mathématique, comme ça, juste un petit problème à inverser, justement, à résoudre plutôt, qui permettait d'interroger la cible et de reconstruire les images que vous voyez à droite sur des temps qui deviennent beaucoup plus raisonnables et surtout avec des consommations mémoire drastiquement réduites, parce que des images corps entiers, comme on voit à droite, avec des millions d'interactions par fréquence, on n'aurait pas été capable de les mettre sur un PC, même avec du 128 Go de RAM, comme on peut avoir ici. Et on aperçoit un autre truc intéressant, c'est que sur les temps de calcul qui sont affichés en bas, qui ont été faits sur un ordinateur, on peut largement les optimiser avec de la parallélisation, on arrive à des limites où une part vraiment conséquente des traitements qu'on a, c'est plus que des transformés de Fourier rapides, dont on sait que d'un point de vue numérique, elles sont quand même assez optimales. Le n log n qu'il y a derrière, on ne pourra pas faire beaucoup mieux. J'arrive sur un dernier papier avec une image que vous avez dû reconnaître là, parce qu'elle était aussi dans la présentation de Philippe. J'avais fait ça juste pour illustrer le tout début de ce papier-là. Il faut revenir historiquement sur l'histoire de ce papier. À la base, c'était une collaboration avec Okan Yurduseven, qui était encore chercheur à la NASA au JPL, je crois en Californie. Il avait été invité à Limoges sur un dossier que j'avais pu faire avec la faculté des sciences, en fait. Il avait passé un petit moment ici, on avait commencé à discuter PCA et comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça. Et après, ça a mis un petit moment pour qu'on mette en route tout ça. Et on avait pu inviter Philippe Deloune et David Smith pour prendre part sur ce papier-là. Et le but, c'était de dire, on a quand même pas mal de corrélations sur nos mesures parce qu'on a des systèmes qui sont imparfaits. On a parlé tout à l'heure avec Philippe d'histoire de facteurs de qualité, l'histoire de durée temporelle sur les réponses impulsionnelles dans les cavités. Tout ça, ça crée des corrélations parce qu'elles ne sont jamais parfaites, ces cavités. Et le but, c'était de dire, s'il y a des infos qui se ressemblent, il va falloir les enlever.
Et pour ça, on a utilisé une approche qui s'appelle donc l'analyse en composantes principales, ou PCA en anglais, associée à quelque chose qui s'appelle la détection de support. Donc, en gros, une fusion de données avec un capteur plutôt ici infrarouge, typiquement du Kinect. Le capteur donne la zone sur laquelle est la cible, et on applique une PCA pour dire, OK, dans cette zone-là, on va essayer d'interroger les structures principales qui composent la matrice H, qui correspond aux fonctions de transfert de notre système d'imagerie, qui sont plein de petites cavités 2D en émission en réception. Et en appliquant ça, on peut drastiquement faire tomber les tailles des problèmes. En haut à gauche, vous avez donc, pour ceux qui connaissent, le spectre de valeur singulière de la matrice H de mon problème, qui en fait montre un niveau de corrélation. Et volontairement, j'avais pris un truc qui n'était pas si mal que ça, juste pour montrer qu'on pouvait malgré tout avoir du gain. Le but, c'est d'avoir des valeurs qui descendent le moins vite possible pour avoir un bon composant. Et vous voyez qu'ici, la chute, elle est que de 0,1 quand on normalise. On passe de 10 puissance 0 à 10-1 sur la SVD en haut. Donc, on considère que c'est un composant qui est déjà très bon, enfin un système d'imagerie très bon. Et l'objectif, c'était de dire, on va prendre un certain nombre de sous-morceaux de ce problème-là, les points A, B, C, D, et voir ce qu'on peut faire avec seulement 2500, 5000, ainsi de suite, composantes principales dans ce problème. Et l'objectif, ça a été de montrer que seulement avec des sous-morceaux de ce problème-là, on avait des gains en mémoire qui étaient faramineux. C'était le plus intéressant pour nous, encore une fois, parce que il faut énormément de taille pour stocker ces matrices H, les matrices de caractérisation, et aussi des gains en temps de calcul qui pouvaient être intéressants dans certains cas. Et on peut montrer que c'est ce que vous voyez en bas à droite. Même en prenant seulement 5000 composantes principales dans la matrice H sur les un peu plus de 25 000 qu'il y avait en tout, on a une image qui est déjà quasiment idéale. On arrive à retrouver à peu près toutes les informations qu'on peut avoir quand on a toutes les valeurs singulières. Donc toutes les composantes principales qui se cachent derrière sans rentrer dans toutes les maths. Ça a été aussi vraiment une collaboration intéressante où on a pu développer de nouvelles approches vraiment spécifiques à ces applications, mais qui avaient de vrais intérêts pour nous, surtout pour des systèmes d'imagerie corps entier comme ça. C'est à peu près tout. J'ai encore perdu mon chrono, mais j'espère être pas trop mal. Je remercie vraiment déjà tous les collaborateurs. Vous avez un peu toutes les institutions là. Il y en a certains où les travaux sont même pas forcément cités. On travaille notamment énormément avec forcément Cyril Decroze à XFIM, Okanyo 7 et plein d'autres collaborateurs. Et aussi remercier la DGA qui finançait notamment la thèse de Fabien, l'ANR qui a financé pas mal de ces travaux-là et qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Et c'est tout pour moi. Bien. Merci Thomas pour cette présentation très vivante. Alors je ne sais pas si on a des questions qui se sont adressées. Ah non, mais là c'était la dernière, c'était toi qui l'avais posée. Celle-ci. Oui, effectivement, moi j'étais resté sur tes activités à ce qui suivait ou ce qui correspondait à ton travail de thèse ou qui le suivait juste après. Je vois que ça s'est beaucoup développé. Oui. J'ai noté peut-être des points communs avec la communauté SAR sur ce dont tu parlais, là, avec des approches ISAR. Ça pourrait être intéressant peut-être d'utiliser des approches, je vois avec des gens de l'ONERA qui sont vraiment spécialisés en focalisation et très pointus là-dedans, quoi. Focalisation classique et titre classique de Fourier, quoi. J'ai aussi noté des approches de diagonalisation conjointe. On travaille beaucoup sur ça, nous aussi, en imagerie 3D, de forêt. Pour la polarimétrie, oui. En polarimétrie, oui. Ouais. En fait, en faisant ces diagonalisations conjointes, on voit qu'on fait apparaître des invariants. Oui, voilà. Oui. C'est eux qui contiennent l'information. Mais on s'y est vraiment cassé les dents là-dessus, parce que mathématiquement, c'est riche. Hein. Il y a énormément d'informations sur chaque petit voxel, en fait. C'est dur de les faire parler comme il faut. Nous, on s'est aperçu que ça faisait, en fait, ça permettait de vraiment compresser des problèmes de somme de deux couches. Là. Quand tu as deux couches 3D qui se mélangent dans une image, en fait, en polar, tu peux écrire le problème sous la forme d'un... Tu peux l'écrire de façon compressée, c'est-à-dire avec l'information polarimétrique qui est réduite à son strict minimum. D'accord. Il y a peut-être des interactions futures. C'est intéressant, oui. Parce qu'il y a encore, c'est hyper sous-exploré, surtout dans le domaine champ proche finalement, où on a le tenseur complet. Oui, alors puisqu'on a un petit peu de temps, est-ce que tu peux redire deux mots sur l'approche qui concerne l'imagerie dans la zone de Fresnel avec j'ai vu que tu fais de la déconvolution, c'est ça?
Alors, il y avait plein de trucs en zone de Fresnel, c'était lequel exactement? Celui avec Yarovoy, là, que tu avais fait. Ben, ok, c'est Ouais, celui-là. c'est celui-là, ouais. C'est celui-là, Euh, oui. le problème il est vraiment velu parce que on a donc énormément d'interactions entre les antennes et on sait que si on peut mettre du Fourier dans un problème d'imagerie, on est sur une piste à peu près optimale. Oui, Le gros problème là-dedans, c'est de mettre du Fourier parce que il faut prendre les intégrales de rayonnement et trouver un moyen d'écrire des problèmes de convolution à un moment ou à un autre. Comme ça, on fait apparaître du Fourier sur toutes les dimensions, donc les deux dimensions spatiales pour l'émission et les deux dimensions spatiales pour la réception et à chaque fréquence. Dans le papier qui est cité là, j'avais refait toute la démo pour qu'on ait un socle solide, mais il y en a pour 2 ou 3 pages de développement asymptotique, d'intégrales complexes, pour arriver juste à dire voilà le support d'onde plane qu'il y a en faisant des approximations typiquement de phase stationnaire. On va travailler autour d'un point et plus on s'éloigne, plus ça va être fragile. Et les approches typiquement développées par les équipes d'Oviedo, qui sont très bonnes en radar aussi, c'est de dire on va découper en plein de points de phase stationnaire pour paralléliser, ainsi de suite. Et la deuxième vraiment approche nouvelle là-dedans, mais ouais, c'était de dire un échantillon d'interaction d'onde plane que je vais avoir en faisant une transformée de Fourier spatiale des données de ma mesure, ben, ça correspond à des interactions d'onde plane émises et reçues avec le spectre de la cible qui a été propagé, oui. et d'écrire ça sous la forme d'un formalisme linéaire, transformé en formalisme matriciel pour pouvoir l'inverser après et montrer qu'il y avait des notions d'invariant par rapport à la fréquence c'est ça qui a énormément fait chuter en fait les temps de calcul. Un diagramme de rayonnement, donc un spectre d'onde plane émis ou reçu, il dépend pas tant que ça de la fréquence si on l'exprime selon kx, ky, kz, c'est que les bornes quoi, qui sont rayonnées qui vont changer avec ça. Et c'est ça qui a fait énormément gagner de temps parce qu'au final on se retrouve avec quelque chose qu'on peut factoriser énormément quoi. D'accord. Ok, ben merci beaucoup pour cette présentation. Là. Je dirais avec attention ce papier-là. Merci pour l'invitation encore. Voilà. Donc, ah ben tiens, une question de Philippe. Oui. Philippe Delogne, quels sont les avantages et inconvénients des cavités chaotiques 3D et quasi 2D dans ces applications? Euh, Avantage clairement, ça va être réduction d'un coût énorme parce que au lieu d'avoir 71 fois 71 chaînes d'émission, autant pour la réception, on pourrait faire juste un système en transmission pour ça et montrer que ça marche. L'énorme inconvénient qu'il y a, enfin, il est un peu double. On a des systèmes avec des facteurs de qualité énormes, donc ils sont difficiles à caractériser, ils sont difficiles à simuler, parce qu'ils ont une sensibilité par définition aux conditions limites qui va être vraiment importante. À l'heure actuelle, personne ne sait faire de modèle analytique de ces cavités-là en montrant voilà la réponse fréquentielle que vous aurez à tel endroit. On sait plutôt pas mal trouver des informations statistiques et ça va s'arrêter là. Je pense que ma question était peut-être pas Ah, très claire. En fait, je voulais plutôt comparer les quasi 2D comme ils font par exemple la thèse de ah, Aaron ok, et ok. les 3D comme vous faites à Limoges. Pardon, ouais, parce que il y avait les éléments dans la question, je n'avais pas imprimé. Euh, alors là, évidemment, du 2D, ça va être vachement intéressant pour la compacité, pour l'intégration des systèmes, mais on sacrifie la diversité modèle parce qu'on a moins de volume pour les modes, donc moins de degrés de liberté à rayonner. Et c'est là où on va arriver sur des approches comme avec Aaron, où justement, même ça débutait à l'époque avec la thèse de Timothy Slisman à Duke. Euh, le but, c'était de dire, puisqu'on n'a plus assez de modes sur le 2D, ben, il faut un système actif avec de la reconfiguration sur les diodes. C'est difficile à caractériser et forcément, les temps d'acquisition sont plus longs parce qu'on a cette approche reconfigurable active dans le temps. Mais malgré tout, je pense que ça va être une des approches les plus prometteuses pour l'avenir si on veut des applications réalistes de ces systèmes-là, parce que les facteurs de qualité, ils sont beaucoup plus bas. Et ça veut dire que la fabrication, la caractérisation, tout ça est largement relaxé. C'était aussi beaucoup les approches qu'avait développées Okan, Urdu 7, quand il était notamment postdoc à Duke pour faire les systèmes corps entiers, là, que je ne sais plus si c'est toi ou Mathieu d'ailleurs qui avait montré ce papier. Donc on perd en diversité, mais on gagne énormément en intégration et en réalisme de fabrication, on va dire. Et un rapport signal à bruit, qui est une quantité essentielle là, pour les radaristes, Ouais. comment se comportent ces systèmes-là? Euh, Il y a 2 réponses là-dedans. Typiquement, on a un gros problème, c'est qu'on fait des systèmes résonants, donc par définition pas forcément hyper bien adaptés. Donc il faut toujours concéder à perdre. Il y a des pertes d'insertion moyenne de 10-20 dp qui ne sont pas surprenantes.
Rien qu'on n'arrive pas à compenser avec un LNA de 20 dB en amont, en gros. Mais il faut quand même faire attention à ça et poser les problèmes de mismatch qu'on a derrière, d'isolation, tout ça. Typiquement, quand on commence à parler d'imagerie interférométrique avec des approches comme ça et qu'on dit on va faire de l'imagerie thermique et qu'on connaît un peu Friis et qu'on sait que c'est les pertes en début de chaîne qui sont importantes, là, on se tire un peu une balle dans le pied. On l'a appris un peu dans la douleur aussi, avec malheureusement la thèse de Sana, mais on a appris énormément aussi en millimétrie, que ça a permis de faire des démos. Donc ça dépend beaucoup des applications. Avoir ça en tête de chaîne pour des problématiques typiquement thermiques, je pense qu'on n'y est pas encore. Pour des applications plus classiques, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas compenser avec un peu d'amplification. D'accord. Surtout quand on voit les gains qu'on a sur les chaînes actives derrière, qui elles-mêmes ont forcément des pertes intrinsèques ou des problèmes de rendement qui sont énormes pour les problématiques embarquées. Ouais, puis on voit très bien le gain aussi dans la structure du récepteur qui est énormément simplifié. En fait. Oui. Ça libère les applications, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Thomas, pour tes Merci à vous. réponses et pour ta présentation.